Les aléas du direct pour votre édition du soir, le rendez-vous de 19h30, qui vous est présenté ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et au menu de ce journal, les conséquences des chutes de neige dans le Gard avec des dégâts importants pour plusieurs exploitations agricoles du département. Nous évoquerons également le meeting donné hier soir par le président sortant du conseil régional Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, qui était présent à Nîmes. Enfin, nous reviendrons sur la préparation du match contre Châteauroux pour le Nîmes Olympique et sur les enseignements du match nul des Crocos vendredi dernier à Guingamp avec l'entraîneur nîmois Jean-Michel Cavalli. Mais nous allons ouvrir ce journal, Marlène, je crois, avec la situation dans les exploitations agricoles. Oui, on commence avec un point neige tout d'abord. L'épisode neigeux qui s'est déclenché dimanche soir dans le Gard a perturbé bon nombre d'automobilistes et immobilisé les transports en commun. Ce mercredi 10 mars, le réseau de transport collectif par car du Conseil général reprend la route progressivement. Le retour à la normale pour les transports scolaires dans le département était donc annoncé pour cette journée de mercredi. Des retards sur le réseau étaient prévisibles en fonction de l'état de la chaussée et pour les mêmes raisons, l'absence de certains services à cause de l'état des chaussées sur le réseau secondaire également. Les dessertes scolaires ont été assurées sur la quasi-totalité du département et demain jeudi, tout devrait rentrer dans l'ordre, même si le froid persiste. Attention tout de même au verglas qui fait son apparition dans la nuit. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter le réseau Edgar sur leur site internet www.edgar-transport.fr. Évidemment au téléphone 0810 33 42 73 pour l'état des routes demain. La neige a paralysé également, le département lundi et ralenti l'activité, notamment du côté des collèges et lycées, a également été rude pour les agriculteurs qui ont vu leur culture mise à mal. Nous sommes allés à leur rencontre. Alain Bellon. Les agriculteurs ont subi de plein fouet le dernier épisode neigeux. Certaines exploitations ont eu des pertes. Mais pour la Chambre d'agriculture, il est encore trop tôt pour les évaluer. Il est un peu trop tôt dans certaines récoltes pour voir l'effet que ça va avoir, parce que quand un bourgeon d'arbre, par exemple, gèle, il faut attendre quelques jours pour voir s'il est noir ou pas. Dans d'autres cas, en revanche, c'est flagrant. Des tunnels, des maraîchers ou des producteurs de fraises, tous les gens qui font des productions sous tunnel qui se sont effondrés sous le poids de la neige. Voilà, ça pose pas mal de problèmes. Il faut penser aussi aux éleveurs qui ont des stocks fourragers assez bas. Et tous les animaux qui pâturent, quand il y a un couvert neigeux, ils ne peuvent pas pâturer. Donc on tape dans les stocks. Parfois, on n'a plus de stock d'ailleurs. Pour être tout à fait complet, les céréales, peut-être qu'en costière, il y aura quelques conséquences parce que les blés sont plus précoces qu'ailleurs. Et donc les épis étaient dans la gaine, commençaient à se former, ce qu'on appelle au stade 1 cm. Et donc ils peuvent avoir été sensibles au gel. Le poids de la neige a causé de nombreux dégâts dans les oliveraies. Commencé dimanche soir et qui ont poursuivi jusque dans la nuit de dimanche à lundi. Ça a été une neige qui a été relativement collante et qui s'est amoncelée sur les oliviers en particulier. Et sous le poids de la charge de la neige, pas mal de branches ont cédé, voire des arbres arrachés, partagés par le milieu. Donc des arbres qu'à première vue, on ne pourra pas trop sauver. Bon, ça a demandé déjà 12 ans de travail. Il y avait l'irrigation de fixe, ça a demandé des frais relativement importants. Bon, c'était enherbé, c'était travaillé, c'était traité correctement, comme le marché le demande maintenant. Et là, dans l'affaire de 24 heures, vous avez perdu le travail, comme je vous dis, d'une dizaine d'années, quoi. Maintenant, bon, l'assurance, on va voir un petit peu, bien qu'on est assuré catastrophe naturelle, on va voir un petit peu avec l'assureur ce qu'il nous dit. J'espère qu'il sera conséquent, parce que moi, la neige comme ça, je ne vois pas autre chose qu'une catastrophe, quoi. Certains vergers ont résisté à la neige, mais le changement de température laisse un doute sur la récolte future. Les arbres qui étaient sur le point de fleurir, on va dire, dans la semaine, là, la hausse des températures et la baisse des températures a fait que la sève, ne circulant pas correctement dans l'arbre, risque à la floraison et à la nouaison d'avoir un problème de pas de retenue de fleurs et se retrouver avec une récolte vraiment minime, quoi. Déjà que l'année dernière, on a subi de plein fouet la grêle. L'année d'avant, le gel. Donc ça fait 3 années consécutives. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne se relèveront pas. Un bilan sera réalisé en fin de ce mois de mars sur les conséquences de ce dimanche hivernal. Et comme tous les soirs dans ce journal, nous ouvrons une page politique. Vous avez très certainement vu sur Télémiroir hier soir
l'interview de Georges Frêche, le président sortant du conseil régional Languedoc-Roussillon, sur notre plateau en compagnie de Pierre-Paul Castelli dans le cadre d'une émission spéciale avant le premier tour de ces élections régionales. Georges Frêche qui a profité de son passage à Nîmes pour donner un meeting hier soir, Marlène. Oui, après le meeting de François Fillon, le Premier ministre venu soutenir Raymond Coudert la semaine dernière, c'était au tour de Georges Frêche de venir à Nîmes. Le président de région sortant a achevé sa campagne régionale dans le Gard, devant plus de 1000 supporters dans la salle du stade des Costières. Il a passé l'après-midi dans la capitale gardoise. Georges Frêche a d'abord été reçu avec Damien Allary, chef de file de sa liste gardoise, à la maison des parents de personnes hospitalisées par le pasteur Pujol. On y revient d'ailleurs tout à l'heure dans un reportage. La visite s'est poursuivie par une séance de dédicace à la librairie Goyard pour son livre Trêve de Baliverne, le livre donc de Georges Frêche. Georges Frêche a ensuite concentré son intervention sur ses propositions d'avenir lors du meeting en fin de soirée. Pierre-Paul Castelli. Paris osé mais Paris réussi pour les partisans de Georges Frêche. Ils ont rempli la salle des Costières à Nîmes pour un meeting présenté comme départemental. Sur scène, la tête de liste régionale, le président sortant, et à ses côtés Damien Allary, président du Conseil général du Gard et premier de liste sur son département. Si le Parti socialiste a finalement monté une autre liste, beaucoup d'élus PS ont marqué le meeting de leur présence. Une défiance du parti qui provoque la colère de Damien Allary. Parce que voilà maintenant 40 ans que je fais de la politique, que je suis socialiste. J'ai gagné dans ce département 16 élections sur 16. Toujours sous la bannière du Parti socialiste. Et on viendrait me dire aujourd'hui, on viendrait aujourd'hui me donner des leçons, on viendrait me dire de retrouver mes valeurs. Je n'ai jamais perdu mes valeurs, je n'ai pas jamais retrouvé, c'est clair. Avant de passer en revue bilan et programme, Georges Frêche est aussi revenu sur son parcours. Face aux grands enjeux qui se présentent à nous, j'ai souhaité ne pas égrener des réponses chiffrées. Je ne vous ai pas assommé avec des statistiques, j'ai développé ceci, j'ai développé cela. Vous savez qu'on peut, si on n'est pas trop bête, faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Non, j'ai essayé de vous dire l'âme de notre combat. Moi, si je fais de la politique, moi j'ai 3 amours dans la vie. Le premier amour, c'est l'histoire. Le deuxième, c'est la politique. Et le troisième, c'est ma famille et mes gosses, mes filles que j'adore. Eh bien, je vais vous dire une chose. Vraiment, la politique, c'est passionnant d'être au service des gens. Moi, je suis à gauche, je suis né à gauche parce que c'est le service des gens. Le peuple, c'est les miens. Même si les sondages sont encourageants pour Georges Frêche et les siens, la prudence reste de mise. Le résultat se jouera aussi sur la mobilisation de l'électorat. Le premier tour, évidemment, c'est dimanche. De son côté, Robert Badinter, qui devait également se rendre à Nîmes, a annulé sa visite. L'ancien ministre, qui devait soutenir la candidature Mandroux, serait alité selon la version officielle. C'est la liste Mandroux qui a informé de l'annulation de la conférence initialement prévue ce mercredi 10 mars, ce soir donc à Nîmes. Et puis dimanche soir, n'oubliez pas le grand rendez-vous que nous vous fixons sur Télémiroir. Soirée électorale spéciale dans le cadre du premier tour de ces élections régionales. Nous prendrons l'antenne en direct à partir de 20h15 pour vous donner tous les résultats de la région Languedoc-Roussillon, avec toujours un coup d'œil vers nos voisins de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en présence de Pierre-Paul Castelli. Tous les invités politiques et les acteurs régionaux viendront sur notre plateau pour commenter les résultats de ce premier tour. Voilà pour l'actualité politique. On va rester un petit peu dans le même domaine puisque Georges Frêche était présent justement au cœur de la maison des parents, au cœur du pasteur Pujol. Oui, pour une cérémonie à la maison des parents et pour la 5000e nuitée. Cette structure créée il y a 5 ans sous l'impulsion du pasteur Pujol a accueilli une centaine de familles depuis sa création. Un lieu d'écoute où les parents trouvent un peu de réconfort pendant l'hospitalisation de leur enfant. Pierre-Paul Castelli a rencontré la famille Dufaux qui s'est vue offrir 15 jours de gratuité pour l'occasion, en présence du président de la région Georges Frêche et du président du Conseil général du Gard, Damien Allary. Retour sur cette 5000e nuitée fêtée hier en fin d'après-midi. Comment se loger près de son enfant hospitalisé? C'est la question à laquelle doivent répondre chaque année des centaines de parents. Depuis bientôt 5 ans, la maison des parents, fondée par le pasteur Jean-Louis Pujol, accueille à quelques centaines de mètres du CHU Carremo de Nîmes des proches d'enfants malades. Pour le pasteur fondateur, ce 9 mars 2010 avait une saveur particulière. Nous avons fêté la 5000e nuitée de la maison des parents, c'est-à-dire qu'il y a 5000 nuits, c'est simple, mais que les parents ont passé ici et ont reçu
beaucoup. Ça a été une aide formidable pour eux. Et j'ai voulu fêter cette 5000e nuit pour bien que ça se témoigne partout. Qu'il y ait cette maison qui existe et qui est là pour accueillir ses parents quand ils vivent un temps si difficile qui touche la chair de leur chair, leur enfant. Et si le pasteur Poujol est conscient que la présence d'élus en campagne à ses côtés n'était pas innocente, il a apprécié cette manifestation de soutien. Oui, M. Fraîche est en campagne, hein. Mais je savais qu'il était quand même, il n'est pas venu ici que pour moi. Il était à Saint-Hippolyte-du-Fort, il a un meeting ce soir ou autre. Et c'est vrai qu'il m'avait aidé pour cette maison des parents et qu'il voulait la visiter. Et je crois honnêtement que son cœur a été touché. Je crois qu'il a vu, il a senti l'ambiance qu'il y a à cette maison, sans qu'il y ait de versets ni rien du tout. Il a senti une ambiance. Et je crois que, oui, j'étais fier de sa présence, fier de la présence de M. Allary, etc. Comme fier d'autres élus quand ils viennent ici m'aider. Et fier qu'ils ressentent que l'on vit quelque chose dans la cité et qu'on apporte quelque chose dans la cité. La 5000e nuitée a été fêtée avec la famille Dufaux qui accompagne leur petit Éden hospitalisé. Voilà la 5000e nuitée. On revient avec vous Marlène. Et malgré les températures hivernales et la neige, vous avez préféré vous jeter à l'eau. Oui, c'est Olivier Michel plutôt, mais bon. La plus ancienne fédération de plongée au monde est la Fédération française d'études et de sport marin à l'international. Elle a pour président fondateur Jacques-Yves Cousteau. Cette fédération englobe tous les sports, de la plongée en scaphandre au hockey subaquatique et compte même une commission audiovisuelle. C'est cette dernière qui s'est réunie samedi à Nîmes à l'occasion des rencontres plongeurs 2010. Un reportage, comme je vous le disais, signé Olivier Michel. La plongée est une passion et la vidéo et la photo en sont une autre. Si on les associe, cela donne des vidéos et des photos sous-marines que l'on a forcément envie de partager avec le plus grand nombre. Tel est l'objectif rempli ce week-end lors des 4e rencontres plongeurs 2010 où la vingtaine de membres de la commission audiovisuelle départementale se sont retrouvés autour de cette même passion. Eh bien, le plaisir d'abord, c'est le plaisir de plonger, de découvrir des espèces qui sont quelquefois très peu connues du public. Et ensuite, bien, de les faire partager parce que les images sont belles. Des images qui, pour être réalisées, nécessitent d'avoir un brevet de plongée, mais aussi du matériel, à commencer par un boîtier étanche. Vous avez ici un boîtier, un type de boîtier parce qu'il en existe plusieurs. C'est un boîtier qui est étanche à 60 mètres. À l'intérieur, vous avez une caméra Sony, une petite caméra Sony haute définition. Chaque boîtier est spécifique pour une caméra. Ensuite, je vous disais que nous avons besoin de beaucoup d'éclairage. Bien, l'éclairage est ici, une batterie et un phare à LED qui est excessivement puissant puisqu'il doit permettre à 60 mètres de profondeur d'avoir la luminosité suffisante. Mais face à un matériel en constante évolution, les antiquités suscitent, elles, toujours un intérêt et gagnent en valeur affective. Ça, c'est mon premier appareil photo. J'avais 20 ans, je crois. C'est la Spiro qui avait fait ça. Très simple, conception. La seule partie étanche, c'est où il y a la pellicule. Tout le reste est dans l'eau. C'est un appareil qui a à peu près une cinquantaine d'années, mais c'est vraiment un des premiers appareils photo. La première photo sous-marine a été faite au début du siècle, donc par Louis Boutan, qui est le père de la photographie sous-marine, il faut le savoir. Et donc au fur et à mesure de l'évolution, les appareils ont progressé pour gagner en poids, en taille, et puis pour permettre de résister aussi à des grandes profondeurs. Le prix a lui aussi évolué. Le coût moyen pour un boîtier étanche, une caméra et un éclairage avoisinerait aujourd'hui les 5 000 €. Un joli budget en tout cas. Allez, on va revenir vers le sport. Si tout à l'heure on évoquait les élections régionales puisqu'on est à J-4 avant le premier tour, l'objectif, vous le savez, fixé par Jean-Michel Cavalli, c'est 3 points, peut-être 3 points à prendre vendredi soir au Costières, Marlène. Et on déneige évidemment le terrain, puisque la neige est tombée, comme vous le savez. Donc on prépare le terrain pour la rencontre qui se déroulera vendredi contre Châteauroux. Vous l'avez dit, Christophe. Les joueurs du Nîmes Olympique se préparent eux aussi, avec des entraînements en salle. Et on va écouter l'entraîneur Jean-Michel Cavalli, qui intervient dans sa traditionnelle conférence de presse du mercredi. Quand on regarde la deuxième mi-temps de Guingamp, les occasions les plus nettes, c'est nous qui les avons. Parce que les deux occasions qu'ils ont, c'est Nicolas Baillot qui donne le ballon à l'adversaire à 2 reprises. C'est pour ça que je suis fier de ce 0-0 à Laval. Alors autant celui de Guingamp, voilà, autant celui de Guingamp, et souvenez-vous ce que je vous avais dit,
je vous avais dit, Laval, c'est très bon. En un an, je vous ai dit, c'est la seule équipe qui nous a mis en difficulté à l'extérieur. Véritablement en difficulté, je parle. Hein. Vous vous souvenez hein, et d'avoir pas avoir pris un but à Laval, quand je vois après derrière le match qu'ils font contre Metz, je dis on est solide. On est vraiment une équipe solide. Équipe solide, donc Marlène, vous avez apprécié les paroles de Jean-Michel Cavalli. Comme toujours, moi j'adore Jean-Michel Cavalli. Dans sa traditionnelle causerie du mercredi. Allez, un petit mot avant de se quitter sur le rendez-vous de demain dans les aléas du direct avec Frédéric Siller, fidèle au poste, comme chaque jeudi à 18h30. Il va vous emmener demain à la découverte de la fabuleuse grotte de Trabuc. Les grottes de Trabuc, un voyage au centre de la Terre que Jules Verne avait sans doute souhaité découvrir. Il aurait souhaité sans doute découvrir. Demain, à partir de 18h30, on découvre tout de suite la bande-annonce de ce reportage des 1001 grottes. Trabuc reste un des endroits qui effectivement me donne encore des frissons et on ressent des choses que je ne ressens pas partout. Les grottes de Trabuc demain en vedette dans l'émission des aléas du direct, des images, Marlène, qui ne vous ont pas laissé insensibles. J'ai trouvé ça magnifique, donc je donne rendez-vous aux téléspectateurs dès demain 18h30 évidemment sur Télé Miroir avec Frédéric Siller. 18h30 et on retrouvera aussi à 19h30 pour le journal du soir, fidèle au poste là aussi. Allez, on est mercredi avant d'être jeudi, donc mercredi c'est jour de sortie de cinéma. On va parler 7e art avec vous Marlène, parce que dans quelques instants c'est Suivre l'étoile. Oui, alors outre les sorties du jour, on l'évoquait, les comédies et la pièce montée, un mariage un petit peu déjanté ou encore Les chefs du Pentagone, également une autre comédie. Il y a également La Rafle, un film de guerre. Et on va parler évidemment d'un festival de court-métrage qui se déroule à Nîmes. C'est Cours sur le système, c'est la 6e édition, 21 films en compétition. Et la venue d'un invité prestigieux, puisque c'est Lionel Delplanque qui lui réalise des longs métrages. Il a réalisé notamment Président avec Albert Dupontel. Il sera le président du jury de cette 6e édition. Un festival donc, qui se déroule vendredi et samedi. Les projections ont lieu au lycée Alphonse Daudet. Donc voilà, je vous donne rendez-vous là-bas et plus d'infos sur systemd.net. Et puis juste après ce journal, donc et toutes les infos dans Suivre l'étoile de la semaine, Fleur du désert. Oui, Fleur du désert. Alors c'est l'histoire autobiographique d'une mannequin qui a été excisée à l'âge de 5 ans. Elle raconte son histoire, son livre a été adapté. Elle est depuis ambassadrice de l'ONU et elle a été décorée de la Légion d'honneur également pour son action pour les mutilations faites aux jeunes filles dans les pays d'Afrique notamment. Et puis dans un registre beaucoup plus léger, le mariage à l'honneur avec pièce montée, Jean-Pierre Mariel notamment. Oui, Jérémy Régnier, Julie Depardieu. Daniel Darieux, je crois aussi. Oui, un casting assez époustouflant et c'est assez drôle, la pièce montée ne tient pas tout à fait debout. Et Clémence Poésy aussi, la jeune actrice française qu'on avait pu découvrir dans le rôle de Fleur de la Cour, dans les Harry Potter. Voilà. C'est ce soir donc à voir dans Suivre l'étoile et puis au cinéma dès ce soir ou dès demain. L'émission incontournable du paysage audiovisuel français en matière de cinéma, c'est Suivre l'étoile juste après ce journal. Pas d'autres informations Marlène pour ce soir? C'est terminé pour ce soir, soyez prudents sur la route, risque de verglas. En effet, avec les températures très basses, restez bien calés au chaud devant Télé Miroir après la rediffusion de ce journal à 20h30 et Suivre l'étoile donc. Après celui-ci, n'oubliez pas, à 21h, Tanis au Sud, invité Vincent Ribera pour évoquer l'édition 2010 de l'Affaire de la mer. À 22h, le magazine Suerte avec la corrida du 11 mai 2008 à Nîmes de Juan Pedro Domecq. Juan Bautista, Elcide et Manzanares. Prochain rendez-vous avec l'info sur Télé Miroir, c'est demain 12h30 avec vous, Marlène. Et puis à 18h30, Frédéric Siller vous donne rendez-vous pour les aléas du direct. Très très belle soirée sur Télé Miroir. À demain, au revoir. Bonsoir à tous.